Bonjour et bienvenue à cette présentation spéciale qui vous vient de la part des organismes A Woman's Place et aussi du Centre InfoJustice Manitoba. Cette présentation tient à présenter quelques renseignements sur la Convention de la Haye qui traite sur l'enlèvement international d'enfants et qui est essentiellement des ententes entre différents pays pour prévoir certaines responsabilités pour ces pays pour soit remettre un enfant où il a été enlevé ou, en certaines circonstances, refuser de le remettre. En tous les cas, on va examiner cette convention. On a des étudiantes en droit aussi avec nous qui vont présenter ces informations, des étudiantes de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba. Je présente d'abord Marina Djurdjevic et puis en deuxième, il va y avoir Simone Marcoux qui vont nous exposer tous ces renseignements sur la Convention de la Haye, l'enlèvement d'enfants de juridiction internationale. Alors, cette présentation, il y a d'abord l'organisme, comme j'ai dit, InfoJustice Manitoba, qui est un centre d'aide juridique, vraiment d'information juridique pour les francophones qui offre ses services en tout domaine du droit. C'est des services gratuits et confidentiels. Nous offrons aussi des ateliers et toutes sortes d'autres activités. Vous pouvez voir notre numéro de téléphone qui est affiché là et ainsi que notre adresse courriel qui est un peu longue, mais il y a aussi le infojustice.ca tout simplement où vous pouvez trouver tout ça. Alors, évidemment, si vous avez des questions sur les propos de cette présentation, ainsi de suite, le Centre InfoJustice est là pour vous ou dans tout domaine du droit. Il y a aussi, comme j'ai indiqué, Maître Zara Osseni qui est là avec nous, qui va nous parler de son organisme dans lequel elle travaille, qui est A Woman's Place. Merci beaucoup, Tariq. Et oui, c'est toujours un plaisir de travailler avec InfoJustice. Alors, cette présentation, on vient de la faire en anglais. C'est disponible dans YouTube. Et puis, avec l'aide d'InfoJustice et les deux étudiantes incroyables, maintenant, ça va être aussi disponible en français. Alors, à Woman's Place, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide des femmes qui sont dans une relation où il y a des violences conjugales ou qui viennent de juste quitter une relation où il y avait eu des violences conjugales. Alors, le plus important chose que je peux juste partager, c'est que notre service est supposé d'être un service enveloppant. Alors, ça veut dire que c'est pas seulement un avocat qui s'assoit là et essaie de surmonter les problèmes légaux. On a aussi des conseillères, on a des personnes de support, on a de nourriture, des vêtements. Alors, l'idée, c'est que quand quelqu'un quitte cette relation ou veut penser à propos de quitter cette relation, il a besoin beaucoup de support dans des différents domaines. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Alors, moi, je prends comme une toute petite partie où je donne des conseils juridiques gratuitement à des femmes qui veulent quitter. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui vous pense, juste besoin d'avoir des informations ou ils ont déjà quitté et besoin d'aide, vous pouvez toujours nous référer. Alors, sur la prochaine page, vous allez voir que c'est toutes nos informations, comment vous pouvez nous contacter. Alors, notre heure de bureau, c'est 9h jusqu'à 17h et vous pouvez aussi envoyer des textos. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en sécurité pour prendre le téléphone ou aller sur votre... alors, il y a des textos et vous pouvez aller aussi sur le site web. Et c'est ça. Merci beaucoup. Oh oui, et on a aussi les Facebook et aussi l'Instagram. Alors, vous pouvez toujours aller là. On a des cours et des services où vous pouvez vous inscrire dedans. Et à la fin de cette... on va aussi avoir comme juste un petit un concours après qu'on a fini cette vidéo. Alors, allez sur le site web de InfoJustice, l'Instagram InfoJustice et l'Instagram
de Women's Place pour voir c'était quoi cette concours. Merci. OK. Alors, moi, je vais faire la première partie de la présentation sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Alors, juste pour commencer, on a une remarque importante, c'est que cette présentation a pour but de partager des informations juridiques et non des conseils juridiques. Vous ne devez pas vous fier à cette présentation pour obtenir des conseils juridiques. L'objectif de cette présentation est de fournir des informations générales et non personnalisées sur le droit. Si vous avez des questions spécifiques à votre cas, veuillez consulter un avocat. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment chercher des informations sur la Convention de la Haye. Alors, si on va sur Google et on cherche Convention de la Haye 1980, il y a plusieurs conventions avec ce nom, alors c'est celle de 1980. On reçoit cette page de résultats et vous pouvez voir ici dans la boîte bleue, il y a la page Wikipédia sur la Convention qui tient assez d'informations. Et dans la boîte rouge, on peut voir le site web officiel de la Convention. Alors, si on clique là-dessus, ça nous mène au site web de la Convention. Et c'est ici qu'on peut trouver une copie de la Convention. Alors, ici, dans la boîte rose, vous pouvez voir texte de la Convention. Et puis, quand on clique là-dessus, ça nous mène à un document PDF avec une copie de la Convention de la Haye où on peut trouver toute la Convention et puis tous les articles. S'il y a quelques articles importants, il y a l'article 1er qui spécifie l'objet de la Convention. Alors, ça nous dit que la présente Convention a pour objet A, d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant, et B, de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un État contractant. Et aussi, on a l'article 2 qui nous dit que les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. On a aussi l'article 13. Je vais juste vous dire la partie importante. Alors, nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit B, qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Alors, ce que cela nous démontre, c'est que la Convention ne garantit pas le retour de l'enfant. Il y a quelques exigences et puis, s'il existe un risque grave d'un danger physique ou psychique, quoi que ce soit, un État n'est pas requis d'ordonner le retour de l'enfant. Alors, pour voir quelles sont les parties contractantes, si on retourne aux pages site web de la Convention, ici dans la boîte rose, il y a un lien pour les parties contractantes. Alors, si on clique là-dessus, ça nous mène à une liste de tous les États qui font partie de cette convention. Mais ce site web est un peu complexe, c'est un peu difficile de voir les détails de tous les États et des contrats spécifiques. Alors, pour vraiment voir une liste un peu plus claire, on peut aller sur ce site web ici. C'est un site web du gouvernement de la Colombie-Britannique. Malheureusement, c'est seulement en anglais. Mais, je crois que c'est seulement en anglais, oui. Mais ici, on peut voir pour le Canada, quels sont les pays, quels sont les États qui ont signé, qui ont un accord avec le Canada, qui sont partis de la Convention. Alors, pour voir les termes spécifiques pour le Manitoba, si on retourne au site web de la Convention, on peut voir ici les profils des États dans la boîte rouge. Alors, si on clique là-dessus, ça nous mène au profil des États.
Évidemment, on se trouve au Canada, alors on clique sur le profil de Canada. On clique là-dessus et puis ça nous mène à une liste de toutes les provinces et territoires. Parce qu'au Canada, le droit de la famille, ça varie à travers les provinces, les territoires et puis le gouvernement fédéral. Alors il est important de cliquer, de trouver les informations spécifiques pour la province où on est situé. Et puis dans ce cas ici, on se trouve au Manitoba ici. Alors on va regarder les informations pour le Manitoba. Alors on peut cliquer là-dessus. Et ça nous mène à un document PDF qui nous donne le profil du Manitoba et nous montre comment la convention s'applique au Manitoba. Ici, on peut voir la table de matières, puis on va voir qu'il y a toutes sortes de matières qui sont couvertes. La partie 1 nous donne des informations sur l'autorité centrale. Alors, c'est l'autorité qui a la responsabilité de faire l'administration dans les matières qui ont à faire avec la convention. Alors, si on descend de la page 7, on peut voir les coordonnées de l'autorité centrale. Alors, ici au Manitoba, l'autorité centrale, c'est le ministère de la Justice du Manitoba, section du droit de la famille. Ça nous donne l'adresse, c'est au Winnipeg. Ça nous donne les numéros de téléphone et le courriel pour contacter le ministère et l'adresse du site web. Et aussi la personne à contacter et les coordonnées. Alors, dans ce cas-ci, c'est Janet Sigurdson, puis on a les coordonnées ici de contact. Et ça nous donne le moyen de communication privilégié. Dans ce cas, c'est le courriel. Alors, le gouvernement, le ministère de la Justice, l'autorité centrale préfère être contacté par courriel. Ici, aussi dans ce document, on peut voir la législation pertinente en la matière. Alors, si on va au partie 2 du document, c'est sur la page 9, on a une liste de législation pertinente. Alors, juste pour vous donner un parcours, il faut se demander quelles sont les lois qui s'appliquent ici. Alors, les lois internationales sont la Convention de la Haye, et puis aussi les accords bilatéraux. Par exemple, on a des accords avec le Liban et l'Égypte qui s'appliquent dans ce cas. Il faut regarder quelles sont les procédures pertinentes. Alors, les informations sur les procédures au Manitoba en général, ce sont les règles de la Cour du banc de la Reine qui sont suivies ici dans la Cour. On peut cliquer sur ce lien. Et ceci nous mène aux règles de la Cour du banc de la Reine. C'est un document assez complexe à toutes les règles de la Cour, mais c'est utile quand on cherche des infos spécifiques. Et puis, quand on cherche le protocole de procédure, il y a quelque chose qui s'appelle le protocole de procédure pour le traitement des demandes de retour en vertu de la Convention de la Haye. Alors, il y a un protocole spécifique pour la Convention. Si on clique sur ce lien-ci, ça nous mène au site web des tribunaux du Manitoba, Cour du banc de la Reine. Et ici, on peut voir, ce page nous donne le protocole de procédure. Marina, si tu veux, tu peux juste cliquer pour que tu peux montrer c'est quoi les protocoles parce que c'est assez différent de ce qu'on voit dans un système comme quand les personnes sont séparées ici au Manitoba ou au Canada. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, on a ici le protocole. Je ne sais pas, Zara, si tu as quelque chose de spécifique de dire au sujet du protocole. C'est juste de savoir que l'autorité centrale va aller à la cour. Ils vont dire, regarde, on a quelque chose qui vient. Alors, même quand tous leurs documents, ce n'est pas en ordre, ils vont être capables d'aller arrête n'importe quoi sur ce dossier, même s'il n'y a pas un dossier, ou est-ce qu'il y a un dossier, arrête ça. On a besoin de préparer une application et pour leur se mettre devant la cour. Alors, ça arrête toutes les choses. Et ça, c'est la procédure qu'il a besoin de prendre. Merci. Alors, que signifie la Convention de la Haye en langage clair? Alors, je n'ai pas vraiment pris le temps d'expliquer.
Alors, la Convention de la Haye, c'est important de savoir que ça ne garantit pas le retour de votre enfant, mais ça vous donne droit à une audience au tribunal. Alors, il faut montrer que l'enfant avait sa résidence habituelle dans un pays et a été déplacé vers un autre pays. Alors, par exemple, si vous habitiez au Canada et votre enfant a été enlevé et apporté ailleurs, il faut montrer que l'enfant avait sa résidence habituelle au Canada. Et le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite s'il a eu lieu en violation de vos droits de garde et si vous exerciez ces droits au moment du déplacement non-retour ou si vous les auriez exercés en l'absence du déplacement. Et la Convention doit avoir été en vigueur entre les deux pays au moment où le déplacement ou le non-retour illicite a eu lieu. Alors, la Convention ne s'applique pas à tous les pays du monde. Il faut avoir un accord entre le Canada et l'autre pays. Et l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans pour que la Convention s'applique. On peut faire défense à la pétition pour le retour d'un enfant. Alors, en vertu de la Convention, un tribunal peut refuser le retour d'un enfant enlevé si l'un des moyens de défense suivants s'applique. Alors, le plus simple et le plus important, peut-être, c'est s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un préjudice physique ou psychologique ou le place dans une situation intolérable, un tribunal peut refuser le retour d'un enfant enlevé. Il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, si l'enfant s'oppose à son retour et a atteint un âge et un degré de maturité qui permettent au tribunal de tenir compte de son opinion, ou si plus d'un an s'est écoulé depuis le déplacement ou le non-retour illicite et l'enfant s'est installé dans son nouvel environnement, si la partie qui demande le retour a consenti ou acquiescé par la suite au déplacement ou au non-retour de l'enfant, si le retour violerait les principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays où l'enfant est détenu, ou si la partie qui demande le retour n'exerçait pas réellement son droit de garde au moment du déplacement ou de non-retour illicite. Alors, il existe plusieurs défenses à une pétition pour le retour d'un enfant. Et ça nous démontre juste encore que ce n'est pas automatique. Il y a un processus et puis c'est possible que l'enfant ne soit pas retourné. Alors, pour faire les demandes de retour, si on retourne au document PDF qui nous montre les règles spécifiques pour le Manitoba, la partie 3 nous dit à propos des demandes de retour. Alors, il y a une section ici sur les demandes par l'intermédiaire des autorités centrales. Alors, c'est quand on demande avec l'aide de l'autorité centrale. Et on a aussi une partie qui nous dit à propos de la représentation judiciaire et assistance. Alors, en ce qui concerne la représentation judiciaire et assistance, il y a ici plusieurs informations qui nous sont données. Alors, si on regarde la partie B, l'autorité centrale fournit-elle des conseils juridiques concernant les demandes de retour? Et au Manitoba, c'est oui, l'autorité centrale est fournie. Et sous C, on demande si le demandeur a le droit d'être représenté dans le cadre d'une procédure de retour. Au Manitoba, le demandeur doit-il être représenté dans le cadre d'une procédure de retour? Et au Manitoba, non, il ne doit pas être représenté, mais c'est recommandé. Oui, c'est recommandé, mais aussi c'est l'autorité centrale va te donner ce service gratuitement. Alors, tu ne vois pas souvent que quelqu'un dit non, non, je vais le prendre ça moi-même. Et ici, il y a la question, quel rôle l'autorité centrale joue-t-elle dans l'organisation de la représentation judiciaire? Ici, l'autorité centrale organise la représentation judiciaire et elle est assurée par les avocats de l'autorité centrale. Il y a ici plusieurs renseignements de plus sur l'assistance juridique. Alors, dans notre État, au Manitoba, dans le cadre de la procédure de retour, une assistance juridique complète ou partielle est-elle disponible aux demandeurs? Chez nous, une assistance juridique complète est disponible aux demandeurs.
Passons à la question C. Le demandeur doit-il compléter une formule de demande pour obtenir l'assistance juridique complète ou partielle? Et la réponse est non, ce n'est pas requis au Manitoba. Et la question D, veuillez indiquer les critères retenus pour accorder l'assistance juridique complète ou partielle. Au Manitoba, l'autorité centrale accorde l'assistance juridique, sauf lorsque la demande est présentée en vertu de l'article 29 de la Convention. Alors, généralement, il l'accorde. Et quand on regarde, il couvre quelques frais. Alors, on se demande quels sont les frais couverts par l'assistance juridique, complète ou partielle. L'autorité centrale couvre le service médiation de conciliation familiale. Il couvre la signification ou notification de documents. Il couvre les frais associés à la localisation de l'enfant par les policiers. Il couvre les frais de justice. Il y a aussi un article dans ce document sur la violence domestique. Alors, ça nous dit un peu des informations sur les lois sur la violence domestique au Manitoba et au Canada. Alors, la question A nous demande, dans notre État, existe-t-il des lois qui régissent la protection des enfants contre les actes de violence familiale ou autres formes d'abus? Au Canada, oui, on a de la législation qui protège les enfants. Alors, c'est la loi sur les services à l'enfant et à la famille. C'est la loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, et c'est aussi le Code criminel du Canada. La question B nous demande s'il existe des lois qui régissent la protection des adultes contre les actes de violence familiale ou autres formes d'abus. Et au Canada, oui, on a aussi ce genre de loi. Alors, c'est la loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel qui s'applique ici aussi, et le Code criminel. Et chaque province va être un peu différente. Alors, le code criminel, c'est partout au Canada, mais les deux autres qu'on a discutés, les autres législations, c'est ici au Manitoba. Oui. Et je vais maintenant passer à ma collègue Simone pour vous présenter quelques arrêts sur ce sujet. Est-ce que tu veux arrêter de parler? D'accord. Alors maintenant, ayant exposé certaines dispositions de la Convention de la Haye de 1880 sur l'enlèvement international des enfants, Simone Marcoux maintenant va nous montrer, va exposer certains concepts juridiques qui sortent de là, qui peuvent avoir l'air assez évidents, notamment la résidence habituelle. On va voir comment des mots qui peuvent paraître simples comme ça sont interprétés par les cours et peuvent avoir des différents résultats. Puis notamment aussi sur la question du risque grave de retourner l'enfant, la situation de violence conjugale, on voit que… D'accord, alors maintenant, ayant exposé certaines dispositions de la Convention de la Haye de 1880 sur l'enlèvement international des enfants, Simone Marcoux maintenant va nous montrer, va exposer certains concepts juridiques qui sortent de là, qui peuvent avoir l'air assez évidents, notamment la résidence habituelle. On va voir comment des mots qui peuvent paraître simples comme ça sont interprétés par les cours et peuvent avoir des différents résultats. Puis notamment aussi sur la question du risque grave de retourner l'enfant, la situation de violence conjugale. On voit que ça peut être considéré différent, même par un même État. Alors, c'est des affaires complexes, mais on va examiner maintenant ces concepts juridiques avec Simone Marcoux dans quelques arrêts du Manitoba et du Canada. Alors, je te cède la parole, Simone. Merci. Merci, Tarek. Donc oui, donc comme Tarek a mentionné, un des rôles des tribunaux, c'est d'interpréter la législation comme la Convention de la Haye. Et qu'est-ce que la Cour fait dans ces instances, c'est de décider quels sont les mots importants, qu'est-ce que les mots veulent dire, et après ça, construire la loi d'après ces mots. Donc, un des plus grandes difficultés avec la Convention de la Haye, c'est comment interpréter le terme résidence habituelle, parce que ce terme est interprété différemment par toutes les cours autour du Canada. Donc, l'arrêt de Belève a vraiment clarifié ce que ça veut dire, résidence habituelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet arrêt?
il y avait des enfants qui partageaient leur temps entre l'Allemagne et l'Ontario. Le père habitait en Allemagne et la mère habitait en Ontario. Les parents sont mis d'accord que les enfants resteraient en Ontario pour 16 mois pour que les enfants pourraient aller à l'école. Et puis, le père, après que la mère et les enfants sont déménagés en Ontario, le père a révoqué son consentement. Donc, lui a commencé une demande sous la Convention de la Haye. Donc, le juge de première instance a maintenu que les enfants devraient être retournés en Allemagne. Et puis, la cour divisionnaire après ça, qui est la cour plus élevée du juge de première instance, a décidé que la résidence habituelle des enfants fut l'Ontario. Après ça, la cour d'appel a maintenu que les résidences habituelles des enfants soient l'Allemagne. Et puis, donc, la mère n'a pas aimé cette décision-là, donc elle a rendu appel à la Cour suprême. Donc, comment est-ce que ces cours plus bas ont pris leur décision? Ben, les tribunaux ont basé leur décision sur l'intention des parties. C'est les parents qui déterminent... Je veux alors, c'était pas la mère qui est allée jusqu'à la Cour suprême. C'était le barreau de l'avocat des enfants. En Ontario, ils ont comme une toute petite barreau. C'est assez différent qu'ici au Manitoba, mais c'est eux autres qui ont dit non. Et c'est eux autres, ils ont assez de pouvoir d'aller à la Cour suprême parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir toutes les ressources pour prendre leur dossier à la Cour suprême. Alors, ça, c'est pourquoi on regarde les décisions de la Cour suprême, voir qu'est-ce qu'ils font. Mais parfois, ça prend du temps avant que quelque chose monte jusqu'au Cour suprême. OK. Merci, Zara. Donc, comment est-ce que la Cour a pris sa décision? Ben, comme je dis, les tribunaux basent leur décision sur l'intention des parties. C'est les parents qui déterminent la résidence habituelle des enfants. Donc, la Cour va considérer où est-ce que les parents voulaient que la résidence habituelle des enfants soit. Donc, ici, le père avait dit que les enfants étaient autorisés à rester en Ontario pendant 16 mois, puis cela a démontré son intention. Donc, c'est vraiment important de considérer le fait que la Cour est allée jusqu'à la Cour suprême. C'est la plus haute cour au Canada et la Cour suprême peut déduire les lois et les règlements pour tout le pays. Parce que je l'ai dit, c'est la plus haute cour. Donc, la Cour suprême peut clarifier les lois qui ne sont pas homogènes dans toutes les provinces. Donc, comme j'avais mentionné au début, le terme résidence habituelle n'était pas homogène dans toutes les provinces. Donc, la Cour suprême a vraiment clarifié la définition. Donc, la Cour suprême a vraiment considéré qu'est-ce que toutes les provinces avaient, qu'est-ce qui fonctionnait dans chacune des provinces, quel était vraiment le résultat qu'ils voulaient. Puis, ils ont vraiment basé leur décision sur une décision de la Cour d'appel du Québec. Et si vous voulez savoir un peu plus au sujet de la décision de Belev, vous pouvez trouver ça en ligne, puis les décisions sont publiées en anglais et en français. Donc, le terme est maintenant défini différemment et c'est vraiment plus semblable à l'interprétation de l'Australie et la plupart de l'Europe, mais plus différent que celui des États-Unis. Donc, la prochaine arrêt qu'on va examiner, c'est celui de Ludwig. Donc, si vous êtes intéressé à lire la décision de Ludwig ou n'importe quelle autre décision, vous pouvez aller à ce site web ici, canley.org, et vous pouvez accéder des décisions gratuitement. Donc, si vous allez à ce site web, vous allez vous mener à la page d'accueil, qui est celui-ci, et pour trouver un arrêt particulier, vous allez insérer le nom de l'arrêt dans le deuxième cadre. Donc, ici, on cherche l'arrêt de Ludwig et c'est une décision qui a été publiée en 2019 et puis c'est allé à la Cour d'appel de l'Ontario. Donc, tu vas cliquer sur cette décision-là et ça va vous mener à cette page ici. Donc, ici, vous pouvez voir que c'est la Cour d'appel de l'Ontario. Vous pouvez voir les parties ici notées. Donc, Jennifer Ludwig qui était le répondant et puis Christian Ludwig qui était l'appelant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la cause de Ludwig? Bien, il y avait une famille qui vivait presque exclusivement en Allemagne depuis leur début de leur mariage, malgré le fait que la mère était citoyenne canadienne. Donc, la famille est déménagée en Ontario et les parents sont séparés. Donc, le père a introduit une demande à partir de la Convention de la Haye pour obtenir le retour des enfants en Allemagne.
Et puis, le juge a décidé que les enfants avaient leur résidence habituelle en Ontario et a donc rejeté la demande. Et le père a fait appel à la Cour d'appel. Donc, en prenant la décision, la Cour d'appel d'Ontario a considéré les faits suivants. Donc, premièrement, il s'est demandé où se trouve le domicile des enfants. Donc, il a pris une approche hybride basée sur l'arrêt de Belev et il a vraiment concentré c'était quoi la meilleure chose pour les enfants. Donc, deuxièmement, le juge a considéré la date de l'enlèvement présumé illicite des enfants. Donc, quelle était leur juridiction? Il s'est demandé c'est quoi le point central de la vie de l'enfant. Donc, il s'est demandé où se trouve la famille des enfants, où est-ce que sont ses amis, leur vie sociale avant le retrait des enfants. Et puis, il a considéré aussi 3 genres de liens. Donc, les circonstances. Pourquoi est-ce que les enfants sont déménagés? Pourquoi est-ce que la mère est déménagée? Le lien avec le pays A et la situation de ce pays, donc l'Allemagne. Et puis, le lien avec le pays B et la situation dans ce pays, donc le lien avec le Canada. Et finalement, le juge a pris en considération les liens et il a considéré les relatifs aux liens et aux circonstances. Et puis, toutes ces étapes-là vous pouvez trouver ces étapes-là dans la décision de Ludwig au paragraphe 40. Donc, après prendre cette première étape, cette grande étape, le juge va arriver à 2 résultats possibles. Donc, premièrement, il va trouver que non, les parties n'ont pas satisfait le test et puis il va rejeter l'appel. Ou il va dire, OK, l'état requérant est la résidence habituelle. Mais après ça, s'il trouve que l'état requérant est la résidence habituelle, le juge doit considérer certaines exceptions. Donc, premièrement, il va considérer si le parent a consenti à déménagement des enfants, s'il existe un risque grave que le retour expose l'enfant à un préjudice physique ou psychologique, ou que le déménagement va leur placer dans une situation intolérable. Il va considérer que si l'enfant peut décider pour eux-mêmes, il ou elle veulent retourner. Et va aussi considérer si l'enfant serait, si le retour de l'enfant serait contre les droits humains fondamentaux. Finalement, le juge va considérer si la demande a été faite 1 an ou plus après l'enlèvement du juge. Et si le juge trouve que l'enfant s'est établi dans son nouvel environnement. Donc, si votre enfant est prêt, vous voulez commencer une demande sur la convention, il faut vraiment commencer à prendre les étapes tout de suite parce que le juge ne va pas être sympathique si vous attendez, puis il ne va pas penser que tu voulais vraiment que tes enfants retournent. Donc, comme j'ai mentionné, la décision de Ludwig est une décision de la Cour d'appel d'Ontario, mais la décision a été prise en considération dans certaines causes au Manitoba. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir qu'elle a été prise en considération dans le cas de Souza. Et si vous cherchez cette cause-là sur Canley, et vous allez sous le tas de Cited Documents, vous pouvez voir ici que Ludwig est mentionné. Donc, la prochaine cause qu'on va regarder est un arrêt du Manitoba. Donc, c'est celle de Mumbai. Donc, si vous cherchez cette cause, cet arrêt sur Canley, vous pouvez voir qu'encore une fois, c'est une cause à la Cour du banc de la Reine du Manitoba. Vous pouvez aussi voir les noms des parties et vous pouvez aussi voir les noms des avocats. Donc, vous pouvez aussi voir le docket number de l'arrêt. Et ça, c'est important parce que vous pouvez voir toute l'historique de cet arrêt-là. Donc, si vous allez au site web ici, le Manitoba File Registry, vous pouvez chercher le numéro. Donc, encore une fois, ici, est-ce que ça dit docket? Vous insérez ce numéro ici sur File Number. Et puis après, vous cliquez Search. Et vous pouvez voir toute l'historique de l'arrêt. Donc, ici, vous pouvez voir qu'une demande de convention a été commencée. Et c'est important de noter ça parce qu'après qu'une demande a été commencée, la Cour va arrêter d'intervenir après qu'une demande d'adhésion à la Convention de la Hague a été déposée. L'arrêt de Belev mentionne ceci au paragraphe 89 et
le juge dit que les conventions de la Hague devraient être signalées au niveau interne et doivent procéder rapidement. Donc, ils veulent vraiment régler ça aussi vite que possible et les juges peuvent prendre des mesures pour s'assurer que cela se fait rapidement et correctement. Donc, ils vont se parler les uns les autres entre les juridictions. Ils vont vraiment se mêler dans l'affaire, qui est quelque chose que les juges ne font pas typiquement dans d'autres genres de causes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette décision? Dans cette affaire, le père était celui qui était délaissé. La mère a quitté pour fuir la violence domestique. Et la mère a pas argumenté, elle a argumenté que la résidence habituelle des enfants fut au Manitoba. Donc, l'État requérant était les États-Unis et elle a dit que le père a acquiescé et consenti après le fait. Donc, elle a dit, moi, j'ai déménagé mes enfants, puis après que j'ai déménagé, le père n'a rien dit, puis il était correct avec ça. Donc, elle a également plaidé l'article 13b, qui est le risque grave de préjudice, comme Marina en a parlé auparavant. Et puis, la Cour, dans cette décision, n'a pas trouvé d'acquiescement. Donc, comment est-ce qu'elle a trouvé ça? Ils ont considéré quelques faits que la mère a pris en considération, comme la mère est montée. Donc, par exemple, elle a dit, le père avait envoyé des textes à son père, puis il avait dit, oh, comme ma femme est partie avec les enfants, puis ça va. Puis le père, la Cour a dit, vraiment, c'est pas vraiment assez de preuves. Il faut vraiment avoir des preuves qui sont fortes pour démontrer l'acquiescement. Donc, la Cour ici a regardé la définition de consentement. Et puis, tu peux trouver cette définition au paragraphe 64 et 67 de la décision. Et la Cour a dit essentiellement qu'il faut prendre le mot consentement dans le sens ordinaire des mots. Et puis, le père a dit que oui, il a tout de suite essayé de récupérer les enfants. Donc, ça n'a pas vraiment démontré le consentement, la Cour a dit. La Cour a aussi considéré s'il y avait un risque grave de préjudice pour les enfants. Donc, ils ont examiné cette définition premièrement, puis ils ont dit qu'il y a vraiment un seuil élevé pour qu'il y ait pour que la Cour trouve qu'il y a un risque grave de préjudice. Donc, en définissant ce mot-là, ils ont considéré l'arrêt de Ellis, et dans cette cause-là, au paragraphe 63, la Cour a regardé que le fait que l'Angleterre, dans cette cause, était la place appropriée à prendre cette décision et que les cours en Angleterre étaient capables de prendre les étapes nécessaires pour les enfants. Donc, ils ont trouvé la même chose ici. Donc, puisque l'État requérant, c'est les États-Unis, ils ont trouvé que, les cours aux États-Unis peuvent se régler avec cette affaire de violence domestique, puis que c'est pas essentiel que le Manitoba se mêle de ça présentement. La famille peut retourner aux États-Unis et après se mêler de ça après. Donc, ils ont pris en considération. Et c'est pas seulement les États-Unis, ils n'ont pas regardé ils ont regardé l'État de Iowa. Alors, c'est juste dire, OK, on a confiance en Iowa, on a confiance dans la juridiction d'Iowa. Oui, donc, en considérant qu'il y avait un risque grave de préjudice pour les enfants, la Cour s'est demandé si ce serait intolérable pour que les enfants reviennent à Iowa et aussi considérer le fait qu'il y avait de la violence domestique. Ils ont vraiment examiné les faits que la mère a apportés. Donc, ça c'est vraiment où la mère a failli dans sa décision. Donc, il faut vraiment atteindre le seuil de l'article 13b et la Cour va considérer s'il y avait des preuves que la mère a été la police, s'il y avait des photos des blessures, des modifications pénales, ordonnances de protection, dossiers médicaux, incapacité des autorités à l'autre endroit et le besoin. Donc, essentiellement, il y a besoin de beaucoup de preuves. Puis ici, la mère, on n'en avait vraiment pas, elle n'a jamais été parlée à la police. Donc, oui, ça, c'est que la mère a failli. Oui, et comme l'accord, c'était assez sympathique envers la mère. Ils ont dit, regarde, on comprend que tu n'as pas pris des étapes pour voir est-ce que tu peux avoir la protection parce que tu avais peur.
Mais pour ça, on ne sait pas que cette juridiction ne peut pas te protéger. La seule chose qu'on sait, c'est que bien sûr, la juridiction ne savait pas. La police ne savait pas, l'enfant ne savait pas, les écoles ne savaient pas, les médecins ne savaient pas. Alors ça, c'est où ils ont dit, on a toujours confiance en Iowa et on ne voit pas qu'il y a comme une histoire qu'ils ont essayé, ils n'étaient pas capables. Alors ça, c'est où c'était problématique pour elle. Oui, oui. Il faut aussi noter que cette cause est fixée sur ils ont vraiment utilisé le processus mené par les juges qu'on en a parlé avant. Donc, le juge au Manitoba s'est connecté avec le juge d'Iowa afin de s'assurer que toutes les parties puissent être présentes. Et il y a eu la possibilité de demander une ordonnance au tribunal d'Iowa. Et le juge a pu s'assurer que la mère fut non seulement connaissante des mécanismes qui existaient à l'État d'Iowa, mais aussi que ces mécanismes se sont mis en vigueur. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas une ordonnance de garde ici. Donc, le fait que le juge a dit il faut que tu retournes à Iowa, ça ne voulait pas dire que les enfants devaient retourner à leur père. Donc, tu peux voir ça au paragraphe 74. Et le juge a indiqué que si le tribunal ordonne le retour des enfants à leur résidence habituelle dans Iowa, cela ne signifie pas qu'ils doivent être confinés aux soins de leur père. Cela signifie simplement qu'ils doivent retourner à Iowa pour que ce tribunal-là puisse décider ce qui doit se passer. Donc, encore une fois, pas une ordonnance de garde. Donc, la dernière décision qu'on va examiner, c'est celui de Calicut. Donc, encore une fois, on examine l'article 13b, donc c'est avant l'élève. Donc, c'est pourquoi ça que je note que il a pris l'approche de s'impliquer avec les autres juges, même si ce n'était pas encore obligatoire. Donc, ici, il n'y a pas eu de consentement. Ça, c'était en Mabaye que le juge McPhail a fait ça. Ce n'est pas ici à Calicut. Ce n'était pas nécessaire parce que quand tu regardes l'arrêt, la décision était que, je vais te laisser, mais c'est que c'était pas sécurité de qu'elle retourne. Alors, il n'y avait pas eu une discussion là. Je peux recommencer cet arrêt, peut-être, afin d'éviter là. OK, donc on est arrivé à notre dernière décision, et c'est celui de Calicut. Donc, encore une fois, la Cour examine l'article 13b. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette cause? Bien, les enfants n'ont pas été restitués dans ce cas en raison de la nature intolérable du père. Il n'y a jamais été une intention pour la mère de partir et pas revenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la mère a été au Canada pour aller à un funérail. Et lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas retourner au pays où trouvait le père, qu'il y avait vraiment du danger à retourner là. Donc, elle a décidé de rester au Canada. Donc, pour déduire qu'il n'y avait jamais une intention pour la mère de partir et pas revenir, la Cour se tient sur l'intention des parties parce que l'affaire ici a eu lieu avant l'élève. Donc, il n'y a pas eu de consentement à la suppression, seulement un consentement conditionnel qui n'a pas été satisfait ici. Donc, la Cour prend en considération, considère c'est quoi le risque grave ici. Donc, il examine l'histoire et ses parties, et il se demande où vont-ils et où est-ce qu'ils vont se retrouver en fonction de la situation. Ça doit vraiment être un environnement très stressant et psychologiquement préjudiciable pour les enfants, pour qu'il y ait un risque grave. Et la Cour ici a constaté un soutien familial limité dans l'État requérant. Donc, toute la famille de la mère se trouvait au Canada. Donc, c'était vraiment pas idéal que les enfants restent et retournent chez leur père. Deuxièmement, il faut aussi corroborer la violence. Donc, dans l'arrêt précédent, Mumbai, la Cour a trouvé pas de corroboration, mais ça, c'était pas le cas ici à Calicut. Il y avait beaucoup de preuves. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, la famille allait d'un poste à l'autre parce que le père était dans l'armée. Donc, il déménageait beaucoup et il y avait de la corroboration de la violence domestique. Donc, il y avait de la preuve de la police, il y avait des ordonnances de protection du tribunal à Guam, où le père résidait.
Il y avait des témoins tiers, il y avait des organismes de protection de l'enfance qui étaient impliqués aussi, et il y avait aussi des photos des blessures. Donc, il y avait vraiment de la preuve que la violence était dirigée contre les enfants, puis c'était de la violence physique. Donc, le superviseur du père a même dit à la mère qu'elle devrait être autorisée à partir, mais elle avait peur, elle avait vraiment peur de partir parce qu'elle ne voulait pas que lui, il perd son emploi et que lui, il devienne même plus fâché contre elle et les enfants. Donc, les blessures subées par les enfants étaient importantes et le père a même signé un mémo admettant ça. Donc, sur la base des preuves, le tribunal a déclaré qu'il était crédible que la mère et les enfants avaient été victimes de violences domestiques. Donc, la Cour s'est demandé après ça, est-ce que le danger de dommages futurs est réduit s'ils vivent séparément? Donc, il se demandait, est-ce que la mère peut retourner à Guam et puis juste trouver une autre maison? Puis, la Cour ici a dit que non, le fait de ne pas vivre ensemble pourrait indiquer un perte de contrôle pour le père, qui, comme j'ai mentionné, peut-être il chercherait un moyen de réaffirmer ce contrôle à travers la violence. Donc, la mère avait peur d'agir, qu'elle craignait que le père perdrait son emploi, puis si cela se réaliserait, peut-être le père devrait plus violent. Donc, le tribunal a estimé qu'il y avait un risque grave et vraiment, la mère a satisfait le test de l'article 13b de la Convention de la Haye. Donc, elle n'avait pas d'argent à Guam, elle n'avait pas de soutien familial, pas de ressources financières pour aller voir les enfants à Guam si elle restait au Canada. Et le retour mettrait les enfants et la mère dans une position psychologiquement, financièrement vulnérable, sans aucun soutien. Donc, le manque de moyens financiers, le manque de soutien psychologique ont vraiment satisfait ce test. Donc, si vous êtes un parent délaissé, vous voulez trouver un peu plus d'informations à comment procéder, vous pouvez aller à ce site web ici et ça va vous apporter au site web du gouvernement du Canada qui a en masse de ressources et d'informations sur ça. Donc, ça va vous dire que faire si votre enfant est porté disparu, comment se préparer pour une conversation avec des gens, qui contacter, comment contacter la police. Et ça va aussi noter que les services consulaires vont vous demander pour les faits de votre cause. Donc, vous devrez être prêt pour en parler de tous les détails. Et il faut savoir le nom et la date de naissance du conjoint et des enfants. Et c'est aussi bien d'avoir des copies des passeports et des certificats de naissance des enfants si vous les avez. Et il y a aussi certaines options pour demander du financement si vous n'avez pas d'argent pour compléter la demande. Donc, par exemple, il y a des services d'énumération pour les voyages. Et c'est pas mal tout ce qu'on a à dire pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Merci à Zara et Tariq et Marina. Merci beaucoup, Simone, et puis merci à Marina et Zara. Puis, on espère que cette présentation a été utile. On a examiné toutes sortes de choses, notamment en premier les grandes lignes, la raison d'être de cette convention, l'objet, qu'on a vraiment droit plutôt à une audience qu'à le retour de son enfant et puis les genres de choses qu'il faut considérer lorsqu'un tribunal considère remettre un enfant dans une juridiction. Ensuite, on a regardé à ces concepts qui vraiment figurent dans cette décision de remettre ou de ne pas remettre un enfant, notamment ce concept de la résidence habituelle, l'acquiescement, le consentement de l'autre parent, le risque grave à l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire, le genre de preuves qu'il faut fournir. Alors, c'est un domaine de droit qui est assez fascinant et complexe. On a espéré seulement donner l'aperçu ici. Comme on a dit au début, surtout les francophones sont la bienvenue au Centre Info Justice Manitoba pour en savoir plus sur tout domaine du droit et notamment si vous vous intéressez à la question où vous avez des préoccupations sur question d'enlèvement d'enfants. Et puis, on est bien accompagné de partenaires vraiment importants, fiables et connaissants dans le domaine, notamment comme Maître Zara Hosseini de l'organisme A Woman's Place.
Je vais vous laisser donner peut-être les dernières paroles, Zara. Et puis, sinon, on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation, tout le monde. Et puis, salut. Oui, non, merci beaucoup. C'était excellent. La seule chose que je veux juste dire à des personnes, c'est qu'on vient de juste enregistrer ça le 13 février 2021 et le 1er mars 2021, on va avoir le nouvel acte de divorce. C'est tout changé, on a des amendements. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va venir. Alors, ça, c'est pourquoi c'est toujours important quand tu reçois des informations juridiques que ce soit à jour. Alors, allez à InfoJustice pour t'assurer. Mais regarde ça, c'est toujours bon d'avoir l'information, mais juste savoir que la loi change. Et c'est ça.